Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Voici le sommaire de l'actualité. Macky Sall est bien dans son costume de 4e président du Sénégal. Proclamation officielle et définitive ce vendredi des résultats du scrutin de dimanche par le Conseil constitutionnel. Les 5 sages recevront lundi le serment du chef de l'État élu. Le président Sall, qui consulte beaucoup depuis sa victoire, est très attendu par les Sénégalais sur le nom de son Premier ministre et la composition de son gouvernement. Effondrement du mur d'un lycée à l'unité 13 des Parcelles Assainies, 4 enfants blessés, la vétusté de l'établissement est mise en cause, le personnel n'est pas rassuré. Une tumeur bénigne aux conséquences graves si elle n'est pas prévenue à temps, les médecins alertent sur le fibrome, une anomalie causée par une grossesse tardive ou un espacement exagéré des naissances. Et puis le focus du jour, les Verts du monde en congrès à Dakar. Les partis écologistes soulignent l'urgence d'une gouvernance mondiale durable. Notre invité nous en parlera, Pape Meïssa Dieng, secrétaire général de la Fédération africaine des partis écologistes. Bienvenue. Bienvenue à toi, Mame Fatou, et bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Macky Sall, 4e président de la République, c'est désormais officiel. Le Conseil constitutionnel a proclamé cet après-midi les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle. La juridiction suprême confirme ainsi les chiffres donnés par la Commission nationale de recensement des votes. 65% 80% pour Macky Sall contre 34-20% pour le président sortant Abdoulaye Wade. Maître Marema Diop, greffier en chef du Conseil constitutionnel, s'exprime ici au micro d'Émile Diouf et Youssou Baro. Présent n'avoir délibéré conformément à la loi, considérant qu'aucune correction n'est apparue nécessaire sur les suffrages valablement exprimés, considérant qu'en conséquence, les résultats définitifs du second tour du scrutin de l'élection présidentielle du 25 mars 2012 s'établissent comme suit. Électeurs inscrits, 5 307 962. Nombre de votants, 2 915 893. Bulletins nuls, 14 093. Suffrages valablement exprimés, 2 901 800. Ont obtenu Abdoulaye Wade, 992 556, soit 34,20. Macky Sall, 1 909 244, soit 65,80%. Qu'ainsi Macky Sall a recueilli la majorité des suffrages exprimés. Proclame. Article 1er. Macky Sall élu président de la République du Sénégal. Article 2. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel. Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 30 mars 2012 à laquelle siégeaient Messieurs Cheikh Tidiane Diakhaté, président, Isaac Yankhoba Ndiaye, vice-président, Siri Kondi Diallo, membre, Chimère Malick Diouf, membre, Mohamed Sonko, membre, avec l'assistance de Maître Marema Diop, greffier en chef. Les mêmes 5 sages qui vont recevoir lundi le serment de Macky Sall. Et puis, sous tes yeux, Mame Fatou, et à l'instant, le communiqué du président élu. Tout à fait, que je m'en vais vous lire. Mes chers compatriotes, j'éprouve un réel plaisir à vous renouveler mes compliments pour le succès enregistré par notre pays à travers l'organisation et le déroulement de l'élection présidentielle de février-mars 2012. Chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais où qu'il se trouve, quelle que soit son appartenance politique, a des raisons objectives d'éprouver de la fierté. En ma qualité de président élu, j'exprime à tous et à toutes mes félicitations les plus chaleureuses. La cérémonie de prestation de serment de lundi prochain, j'aurais souhaité la vivre avec tout le monde à mes côtés, mais vous comprenez, mes chers compatriotes, électeurs alliés, militants et responsables politiques, l'impossibilité d'exaucer un tel vœu. J'ai pris le choix d'instruire cette cérémonie dans le cadre strict de la solennité républicaine, des règles du protocole d'État et la sobriété requise par la situation du pays. Je suis convaincu de répondre en cela à l'option de la majorité de nos concitoyens. Toutefois, un rassemblement est prévu dans l'après-midi à la place de l'Obélisque pour honorer la jeunesse et les populations. Bien entendu, nous entendons faire honneur à nos hôtes étrangers, aux officiels de notre pays au cours de ces cérémonies
qui constitue un grand moment pour notre pays. Et au demeurant, je suis convaincu que par vos prières, chacun dans sa croyance, vous serez avec moi dans ces moments de solennité pour que le Tout-Puissant nous aide à répondre aux attentes que vous avez placées en ma personne. Macky Sall, président élu de la République. Voilà le communiqué qui vient de nous parvenir à l'instant. Restons dans cette actualité, Mame Fatou. Cheikh Tidiane Gadio reçu ne dit pas non à un poste ministériel. Cheikh Tidiane Gadio, bien sûr, qui précise toutefois n'avoir posé aucune condition dans son soutien au président élu en perspective des législatives de juin. Le leader du mouvement, Louis Djordjeon, n'écarte pas non plus une alliance avec l'APR Yakar pour une large majorité à l'Assemblée nationale. Cheikh Tidiane Gadio reçu ce matin en audience par le président Macky Sall, interrogé ici par Chérif Dia et Demba Ndiaye. C'est très très malvenu que la conception des alliés soit de venir maintenant présenter la facture et demander la récompense ou les prébendes, etc. Ceux qui viennent dans cet esprit-là, je crois, auront faussé l'esprit du M23 et l'esprit de Benno Bokk Yakaar. Et si le président me sollicite pour un poste dans son gouvernement ou ailleurs, où je peux lui apporter mon concours, ma réponse est oui, je le ferai. Sur les législatives, le président Macky Sall avait lancé un appel à tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar pour qu'on aille ensemble aux législatives. Cela évitera une situation où certains le soutiennent au gouvernement, travaillent avec lui dans le gouvernement, mais s'opposent à lui au Parlement. Le pluralisme sera, quel que soit Alpha, maintenu au Parlement parce que nous avons nos différences et on ne dissout pas nos partis ou nos organisations dans un seul moule, mais on a une démarche commune qui peut se traduire par une liste commune à l'Assemblée nationale. Donc sur ce principe-là aussi, on n'a pas d'objection. Et puis le M23 salue la victoire du président Macky Sall, l'occasion de magnifier la maturité politique et la mobilisation citoyenne. Les Sénégalais sont restés vigilants mais aussi sereins face à la presse tout à l'heure. Le M23 a annoncé vouloir organiser le 14 avril prochain un séminaire pour discuter de son avenir. Écoutons à ce propos Bassirou Sarr, membre du M23, au micro de Fatou Bintou Conté et Adama Gaye. Le M23, fort de cette victoire du peuple sénégalais, a tenu à adresser ses vives félicitations au peuple sénégalais, à ses membres, à ses différentes composantes et à tous les acteurs politiques, sociaux et civils qui ont contribué largement à cette victoire du peuple sénégalais. Le M23 a pu faire le point de certaines activités particulières qu'il a pu mener dans l'entre-deux tours. Premièrement, une activité diplomatique en direction donc des représentations diplomatiques accréditées au Sénégal. Le M23 a eu à visiter toutes les représentations diplomatiques des États-Unis, de la France, de l'Union européenne et l'ensemble aussi des missions d'observation électorale de l'Union africaine, de la CEDEAO, du réseau CIT et j'en passe. Et toujours pour les alerter sur deux ou trois questions importantes. La première, l'achat des consciences. La deuxième, la violence électorale, parce que nous voyons bien qu'elle était caractérisée par l'action de certains chefs religieux en marge vraiment de toutes les confréries et en marge des recommandations des grands guides religieux. Un autre sujet, armée sénégalaise, des blessés de guerre réclament leurs droits. Ils sont 17 sur l'ensemble du territoire à avoir sauté sur des mines en Casamance. Voilà plus de 10 ans qu'ils perçoivent 11 000 francs CFA mensuels, malgré les négociations entreprises avec l'autorité de tutelle. Ces soldats tentent toujours de rentrer dans leurs droits. C'est ce que nous dit Mordem, des propos recueillis par Daniel Diouf et Diafaraba. Nous sommes des militaires invalides, des blessés de guerre. Nous avions eu ces blessés en zone site, dans le front. Depuis lors, l'armée nous a laissés en rade. Ils ne songent pas à nos besoins. Ils nous ont oubliés. Pendant 15 ans, l'armée nous doit beaucoup d'argent. Par exemple, si tu prends 15 ans, que tu multiplies chaque mois 150 000, ça fera 30 millions environ qu'il nous doit à chaque tête. Nous avions entamé des négociations avec le Premier ministre, le ministre Bekay Diop, avant l'arrivée de Moustapha Sorang. Ainsi, à l'arrivée de Moustapha Sorang, Bekay lui a passé consigne. Sorang continue le dossier. Ce qu'il vient de nous dire, c'est que le dossier est fini, c'est presque réglé. Il ne reste que
le SEMGAL, le général, pour aller aux finances. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, rien n'est accordé. On a frôlé la catastrophe ce vendredi aux Parcelles Assainies unité 13. Le mur séparant deux écoles, dont le célèbre lycée Djinda Thiam, s'est écroulé sur 4 garçons. Les enfants s'en sortent avec des blessures. La vétusté du lycée est pointée du doigt et c'est le proviseur lui-même qui sonne à la fois la charge et l'alerte. Reportage Marie-Christine Mendy, Ibou Cissé. On a frôlé le pire à l'unité 13 des Parcelles Assainies. Le mur qui sépare le lycée Djinda Thiam et l'école publique s'est effondré sur 4 jeunes. Les populations n'en reviennent toujours pas. Le mur s'est effondré sur les 4 garçons. C'est grâce à quelques personnes qui s'entraînaient dans les parages qu'on a pu les sortir un à un. Mais un d'eux a subi beaucoup de fractures internes. Il était enseveli dans les décombres. Le maire de la localité lui pointe du doigt les responsabilités du gardien de l'école publique. Comme vous le savez, nous sommes en vacances, donc normalement les enfants ne doivent pas fréquenter l'école, ce que je disais tout de suite aux gardiens. Donc il faudra plus de rigueur pour interdire l'accès des enfants s'il n'y a pas de cours. Ça a été une surprise pour nous. Donc je vois que déjà le terrain de basket contribue au mur qui fait partie du lycée Djinda Thiam. Déjà a des problèmes de normes. Nous avons appelé les techniciens à venir nous faire la situation, le constat, donc par huissier aussi, et voir ensemble avec les services de l'État quelles sont les décisions à prendre. La vétusté du lycée Djinda Thiam qui se trouve à proximité inquiète. Le proviseur sonne l'alerte. Tout le monde constate que l'école est vétuste. Les autorités académiques ont été informées sur cette situation. La dalle des toilettes du rez-de-chaussée constitue un véritable danger. Parce que la dalle est tout le temps trempée. Parce que les eaux au niveau des toilettes du premier étage sointent. Alors ça constitue un véritable danger pour nos élèves et pour même le personnel. Yaya Faye, Malik Faye, Abdou Salam Faye, tous de la même famille et Fallou Touré sont actuellement à l'hôpital pour des soins. Ils sont âgés entre 8 et 12 ans. Prompt rétablissement à ces jeunes garçons. Place maintenant à l'ambiance au domicile de Macky Sall. Le vainqueur du scrutin du 25 mars se met progressivement dans son costume de président de la République. Le Conseil constitutionnel a proclamé officiellement cet après-midi sa victoire sur son ancien mentor Abdoulaye Wade. Du beau monde chez le nouveau chef de l'État qui prête serment dès lundi. Chérif Dia avec Demba Ndao nous restitue l'ambiance sur place. C'est toujours la ronde des diplomates et hommes politiques à Mermoz, chez Macky Sall. Le président élu y poursuit ses consultations avant sa prestation de serment prévue lundi. À l'honneur ce matin, cher Tidiane Gadio. On s'est renouvelé les félicitations et le soutien que toute la coalition Benno Bokk Yakaar lui a apporté. Et je crois qu'il est dans un très bon état d'esprit. Il prend la chose avec beaucoup de retenue, beaucoup de calme. Et honnêtement, je pense que on est dans une phase de transition. En plus du leader du mouvement Lidiot Jotna, le président Macky Sall a reçu en audience la représentante résidente du FMI, Fonds monétaire international, Valéria Fichera. Elle vient après les ambassadeurs de la Palestine, du Canada et de la Chine. Je suis venu pour présenter mes félicitations au président élu Macky Sall pour sa victoire électorale de dimanche passé, pour féliciter aussi le peuple sénégalais pour cette grande exercice de démocratie ici au Sénégal. Aussi, nous avons parlé ensemble sur les relations étroites entre le Canada et le Sénégal et les possibilités de renforcer ces relations. J'ai tout d'abord transmis à son Excellence le président élu de la République du Sénégal, M. Macky Sall, le message de félicitations qui lui est adressé par son homologue chinois, le président Hu Jintao. Cette coopération a été fructueuse et la Chine souhaite vivement continuer à renforcer et à développer et à promouvoir
cette coopération fructueuse. C'est dire donc que le décor est tout autre ici à Mermoz depuis l'élection du président Macky Sall dont l'agenda est très chargé. Et puis l'un des tout premiers actes du président nouvellement élu après sa prise de fonction lundi sera la nomination de son premier ministre et dans la foulée la formation du gouvernement. Dans la rue, ça discute beaucoup sur le profil de celui ou de celle qui conduira l'attelage gouvernemental. Un sujet de Dissa Prera Abdoundiaï. En 12 ans d'alternance, pas moins de 6 premiers ministres se sont succédés à la tête des différents gouvernements d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, à l'heure des consultations pour former une nouvelle équipe, quel profil s'y est le mieux? Nous ne voulons pas de politique, on a fait l'expérience et ça n'a pas marché. Donc il faut changer de démarche. Un technocrate, ce serait une personne, à mon avis, qui n'aurait peut-être pas d'expérience en politique et qui pourrait peut-être mélanger les choses, etc. Donc plutôt un politicien. Actuellement, on n'a pas besoin des gens qui sont là uniquement que pour émettre des discours infertiles, des discours qui n'ont aucune fin nécessaire pour la vie du Sénégal. De l'avis général, un technocrate ferait l'affaire. Un premier ministre technocrate, je veux dire, qui sera là pour tout le peuple. Pas une frange de la population. Je crois que compte tenu de la situation marquée par le passé par des premiers ministres politiques, je crois que pour donner une impulsion nouvelle à la dynamique de réforme, il me paraît important de mettre en place, en tout cas de nommer un premier ministre technocrate qui serait à l'abri des pressions politiques de part et d'autre. Pour le premier ministre, il nous faudrait donc un technocrate, quelqu'un qui soit équidistant de toutes les sensibilités politiques et donc qui puisse, comme on dit, mettre le pays sur les rails, quoi. La question qui s'impose aujourd'hui est de savoir si le choix du Premier ministre est une affaire de personne ou d'orientation. Au regard des législatives qui se profilent à l'horizon, le nouveau Premier ministre serait-il pas uniquement pour une période transitoire? Le temps nous édifiera. Un sujet santé aux origines du fibrome, une grossesse tardive, des naissances trop espacées font partie des facteurs qui favorisent la tumeur bénigne qui affecte l'utérus, une anomalie a priori banale mais qui entraîne parfois des complications sévères. Les spécialistes insistent encore sur la prévention du fibrome. Fatou Kinedem, Ali Mbaye signe le sujet. Le fibrome est une sorte de boule. Une tumeur bénigne très fréquente qui affecte l'utérus, l'organe de la femme abritant la grossesse. Les causes réelles ne sont pas encore déterminées. On ne peut pas dire de façon précise que c'est ça qui donne le fibrome. Mais par contre, il y a des constats qu'on a fait. Souvent, le fibrome, ça arrive chez les femmes qui ont l'âge de faire leur maternité, qui tardent à le faire. Ou bien des femmes qui sont restées pendant longtemps infécondes, c'est le contexte de stérilité secondaire. Parmi les signes, la perturbation des règles, les fibromes engendrent souvent des complications. En regardant la femme, on a l'impression qu'elle porte une grossesse jeune, alors que ce n'est pas le cas. L'une des complications majeures, c'est l'anémie, avec tout ce que ça comporte comme complications dérivées. À côté de l'anémie, il y a d'autres signes, par exemple des avortements à répétition, ou bien il peut s'agir également d'accouchement prématuré. Une grossesse tardive, naissance trop espacée, entre autres, favorise cette tumeur. Elle touche les femmes de plus de 35 ans. Mais aujourd'hui, même les moins de 20 ans ne sont plus à l'abri. On note ce phénomène chez les jeunes filles de 23 ans, 25 ans, de plus en plus. Et ceci entre dans le cadre de certaines curiosités par rapport à la pathogénie. On peut donner comme explication peut-être une certaine note familiale. Parce qu'il faut rappeler que parmi les éléments incriminés, surtout il y a le déséquilibre hormonal. Dans certains cas, seule l'intervention chirurgicale et le traitement adéquat. Des mesures préventives sont donc de mise. Il s'agit plus de prendre des mesures préventives qui permettent d'éviter d'être dans des situations de fibromes multiples. Par exemple, c'est quoi? C'est de faire une échographie de façon régulière pour voir est-ce qu'il n'y a pas un fibrome débutant, pour éviter que ces fibromes aient tendance à se multiplier pour amener des situations assez désagréables.
JO 2012 Mamfatou, match de barrage contre Oman, 2 regroupements prévus pour les Olympiques. L'annonce est de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Le premier regroupement sera fait avec les locaux, le second à Londres avec la sélection définitive. En tout cas, tous les atouts seront mis du côté de l'équipe nationale pour une victoire finale. Maître Augustin Senghor, interrogé par Cheikh Sadibou Diarra. L'Étienne déjà a suivi toute la compétition au Vietnam pour désigner notre adversaire. De notre côté, le coach adjoint, donc Alioune Cissé, a reçu une feuille de route pour faire le tour de l'Europe pour mobiliser tous nos joueurs disponibles. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces, aucun joueur ne sera négligé. Et de notre côté aussi, nous sommes en train de faire des pieds et des mains parce qu'on souhaite se regrouper une semaine avant en Angleterre, à Londres, afin de peaufiner la préparation et d'avoir une certaine cohésion. Parce qu'on a conscience que les équipes asiatiques seront non seulement en jambes, mais seront collectivement en place. Il y a d'abord une phase avec les joueurs locaux ici à Dakar. D'après les informations qui ont été données par le staff technique, ce sera aux alentours de la première quinzaine d'avril. Ligue 1 sénégalaise, c'est toujours du football. À peine la 8e journée terminée, on remet les godasses pour la 9e ce week-end. Avec plusieurs chocs au rendez-vous, l'US Ouakam, 2e au classement, reçoit demain à 16h la compagnie sucrière sénégalaise qui a perdu sa place de leader après sa défaite à domicile devant Diambar. Diambar justement qui va être opposé à l'US Gorée, 3e de la Poula avec 12 points. Match prévu au stade Fodé Wade de Saly. Et puis la poule B joue dimanche avec Niary Tally qui reçoit Touré Kunda au stade Demba Diop. Ce sera à 16h. 18h, Douane Casa sera l'attraction, bien sûr. Et puis au stade Alassane Dicko, 2 équipes toujours en course pour la qualification au play-off vont s'affronter. L'AS Pikine face au Diaraf, une équipe du Diaraf tenue en échec hier par les Galactiques de Niary Tally. Au grand désarroi d'Alassane Dia, alors que du côté d'Abdoulaye Ndiaye, l'heure était à la satisfaction. Les 2 entraîneurs sont au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Ababacar Kamara. C'est dommage, dans la phase retour, on commence encore, parce que là je ne peux pas appeler ça une contre-performance, parce que quand même, on aurait pu, je pense, sortir au moins avec les 3 points, ne serait-ce qu'après ce penalty obtenu et raté. Mais bon, cela veut dire simplement encore une fois que tout ce que nous faisons là, le travail n'est pas encore terminé et que donc il y a beaucoup de choses encore à faire. C'est vrai, il y a la qualité, on essaie de bien jouer, mais bon, il manque l'essentiel qui est vraiment le réalisme, la finition. C'est un match en championnat aller-retour. À l'aller, on a pris les 3 points, nous sommes en retour, nous avons pris 1 point. Ça a été un match très plaisant et je pense que le Diaraf mérite le nul. On a joué pleinement notre chance, mais on a loupé des occasions de but. Comme eux aussi, ils en ont loupé. Je pense que chaque équipe pouvait gagner. Toujours à l'occasion de cette 8e journée, hier en première heure, Yego et Douane se sont quittés également sur un score de parité, 0 partout. Yego qui n'a toujours pas gagné depuis le début de ce championnat. Et l'AS Douane qui fait du surplace. Mbaye Badji et Badara Sarr analysent ce match au micro de Saïrin Sadio. Je pense que c'est un match qui a été mal abordé de notre côté. Yego a montré beaucoup plus de rage de vaincre dès le départ. Donc nous, on était là, on était un peu attentifs. Donc il fallait peut-être sauvegarder le point du match nul, mais sinon, je pense qu'on n'avait pas la possibilité de faire la différence. Il va falloir, parce qu'on joue prochainement contre le leader, il va falloir mettre les bouchées doubles pour essayer de faire la jonction. Il y a un regret. Parce que d'autant plus qu'en première période, on a manqué 3 occasions nettes. C'est dû à une précipitation des joueurs parce qu'ils voulaient coûte que coûte marquer leur première victoire. Malheureusement, il y a eu ces regrets. On va aller chercher un bon résultat parce que d'autant plus que c'est notre poursuivant direct. Donc on lutte avec lui parce que nous on cherche la 7e place, lui il est en 7e place. Donc on fera tout pour décrocher un bon résultat là-bas. Focus sur le 3e congrès à Dakar de la Fédération mondiale des partis verts. C'est la première fois que la manifestation a lieu en terre africaine. Les deux premiers congrès ont été tenus à Canberra en Australie en 2001 et Sao Paulo au Brésil en 2008. Pour l'édition présente, les écologistes de la planète veulent faire de la capitale sénégalaise un lieu de débat sur l'urgence d'une gouvernance mondiale durable. Suivons le document de Fatou Bintou Konté avec Adama Gueye à la caméra.
Ils sont tous des écologistes, venus de tous les coins du monde, une première en Afrique. Un congrès qui a pour objectif l'amélioration du fonctionnement des Verts mondiaux. L'objet, c'est de renforcer cette famille politique écologiste à l'échelle internationale. Nous avons une crise à l'échelle de la planète. La planète est une planète qui est finie, dont les ressources sont limitées, dont les problèmes sont des problèmes qui dépassent les frontières, que ce soit le changement climatique, le problème des ressources, le problème de l'accaparement des terres, le problème de la pêche. Et notre famille écologiste répond à ces problèmes à l'échelle planétaire. Et s'il y a un continent qui vraiment est concerné, c'est l'Afrique. Donc il était vraiment pour nous essentiel, après nous être structurés il y a 10 ans en Australie et puis avoir fait un congrès sur le continent américain, de venir ici en Afrique pour soutenir nos amis écologistes ici au Sénégal, mais aussi pour réaffirmer le poids de cette famille qui est organisée à l'échelle planétaire. Dans le continent africain, les partis verts écologistes ne jouissent pas d'une certaine notoriété, faute de moyens. Nous, en Tunisie, on a fait une petite expérience, on a créé un parti vert qui s'appelle Parti Tunisie Verte, et c'est exactement le même problème qu'on rencontre en Tunisie et en Afrique. Comment voulez-vous que les partis verts africains puissent progresser, puissent mener des campagnes avec peu de moyens? Je crois que les partis verts écologiques manquent de moyens, et surtout, ce sont les gouvernements qui sont en place qui ne les laissent pas travailler, parce qu'ils savent que ces gens-là, ils ont un programme, ces partis-là, ils ont un programme, ils ont un avenir très sérieux. L'écologie actuellement, c'est notre espoir, c'est notre vie, et on peut changer beaucoup de choses en écologie. C'est pourquoi les écologistes du monde interpellent les gouvernants à mieux prendre en compte la question de la gestion rationnelle des ressources naturelles. Mais les ressources naturelles sont sans doute ce que cette partie de l'Afrique et d'ailleurs le monde entier a de plus précieux. L'eau, la terre, les ressources naturelles, le sous-sol, c'est aussi évidemment non seulement quelque chose de très important pour les populations, mais c'est très très important aussi quand on pense au sous-sol en termes économiques, et on sait à quel point certaines multinationales ne se privent pas de venir accaparer le sous-sol et parfois même la terre, puisque on sait que l'accaparement des terres est devenu un vrai problème en Afrique, où pour bypasser toutes les règles du commerce international, on finit par prendre la terre pour faire de l'agriculture et la déplacer. Donc ces questions-là sont essentielles, elles doivent être gérées en lien avec la société civile, avec les petits producteurs, avec les propriétaires fonciers, avec les autorités locales, et pas seulement par quelques députés ou ministres qui, de son côté, ne connaît pas la situation sur le terrain. Je pense qu'il est très très important que ce soit la priorité numéro 1, parce que de ça dépend non seulement l'avenir du pays, ses ressources, mais de cela dépend aussi finalement la démocratie elle-même. Il n'y a pas de démocratie si on pille les ressources, l'eau, la terre ou le sous-sol. Une gestion qui ne peut passer que par une politique de proximité. Il faut penser global et agir local. Moi, c'est ma conviction. On ne peut aider d'ailleurs à faire du développement durable qu'en faisant des actions de proximité. Parce que comme on le dit, le local est par définition la proximité. Et la proximité est elle-même synonyme d'efficacité et de légitimité. Cet événement qui réunit les différents partis verts venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et des autres contrées sera un moment d'échange, de diagnostic entre ces amis de la nature qui aspirent toujours à se positionner dans des instances décisionnelles. Et nous recevons Pape Maïs Dian, il est le secrétaire général de la Fédération africaine des partis écologistes. Bonsoir, Monsieur Dian. Bonsoir, Monsieur. L'élection présidentielle de dimanche au Sénégal a-t-elle été évoquée par votre congrès? Très bien, merci beaucoup de l'invitation. L'élection était au centre du congrès, puisque le congrès a coïncidé avec cette élection combien incertaine. Donc, nous avions toujours ce risque de ne pas organiser le congrès si toutefois il y avait des événements malheureux. Ouais. Donc l'élection était toujours là. Et quand on a eu ce fameux coup de fil, tout le monde a dit Alhamdulillah. Et partout à travers le monde, les gens nous ont félicités. Et du coup, le nombre de participants a augmenté. Et tout le monde a félicité le Sénégal à l'ouverture. Et tout le monde est vraiment satisfait de ce qui s'est passé au Sénégal. Ça donne une autre image à l'Afrique. Mais nourrissez-vous des regrets que l'écologie n'ait pas été portée par une candidature à cette présidentielle sénégalaise? Incidemment, si, l'écologie est portée par une candidature.
Parce que le fait... Expliquez-nous. Le fait que le président élu soit réclamé des conclusions des assises, puisque notre parti a contribué énormément au rapport final des assises. Nous avons dirigé une commission, la commission 6, Environnement, Développement durable et Aménagement du territoire. Le président Mbou a eu le réflexe de confier cette commission aux écologistes. J'ai assuré cette présidence pendant 2 ans. Donc, si le président élu, le président Macky Sall, appliquait, ne serait-ce que partiellement, le rapport des assises, mais les écologistes pourraient se voir là-dedans. Dans la mesure où tout ce qui est aménagement du territoire a été conçu par les assises à travers une vision transversale de la protection de l'environnement. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas vus au sein de cette élection, d'autant plus que nous étions aussi du côté de l'opposition. Et nous faisions partie de l'alliance Actanor au départ. Oui. Nous l'avons soutenu. Et quand le président Macky est arrivé premier, l'alliance s'est transformée en l'alliance Mbok Yakar. Et comment se porte l'idéologie et le combat écologique en Afrique et au Sénégal? En Afrique et au Sénégal et partout, comme partout à travers le monde, cette idéologie, c'est un contrat d'amour. Oui. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la patience. Nous sommes très patients. Dans la mesure où nous avons la conviction que c'est cette vision du monde, cette vision politique, qui permettrait de rompre avec ces fameuses décisions politiques stériles. C'est-à-dire qui ne sont pas suivies d'action. Pour nous, la politique est très noble, hein, et elle doit être suivie d'action. Comment? Mais en aidant à une prise de conscience claire. Tout à l'heure, j'ai écouté un intervenant dire, l'ex-premier ministre du Niger, dire que mais nous pensons globalement et nous agissons localement. Mais ceci rime avec une certaine vision de cette métamorphose de la légitimité démocratique. Oui, très bien. Puisque la légitimité démocratique n'est plus représentative, elle est réflexive, donc elle est de proximité. Vous semblez dire, écologistes de tous les pays, unissez-vous. Vous nous permettrez de paraphraser l'international socialiste. Mais qui est écologiste et qui ne l'est pas? Mais tout le monde est écologiste. Je dis parfois aux étudiants, puisque j'enseigne le droit de l'environnement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis depuis 1995, je leur dis souvent qu'un peuple qui n'arrive pas à gérer ses déchets ne peut pas se gérer. Dans nos familles, dans nos maisons, nous n'arrivons pas à gérer nos déchets. Nous sommes de mauvais militants écologistes. Mais nous n'avons pas encore pris conscience de cette dimension de la vie qui est quotidienne. C'est une pratique, c'est un comportement. D'où une éthique de vie. Et cette éthique de vie demande une éducation. Justement, qu'est-ce qu'on recoupe ce que vous appelez la gouvernance mondiale durable? C'est tout cela? C'est tout cela, mais partant cette fois-ci d'une vision de modèle fini. Comme Valérie, ce modèle, il est fini. Le modèle du capitalisme économique, du libéralisme dominant est fini. La preuve, nous avons vécu tous, mais cette crise financière et économique internationale qui a été colmatée par une intervention étatique. Mais depuis quand l'État intervient-il dans un système libéral? Ce qui veut dire que c'était du colmatage. Donc, devant ce constat de ce monde fini, de ce modèle épuisé, il faut réinventer un autre modèle. Et nous savons que c'est possible. C'est possible dans la mesure où il y a une dimension, jusqu'à présent insoupçonnée par l'humanité, qui existe, qui est la possibilité que nous offre la planète de vivre en harmonie avec elle. C'est ce que vous appelez gouvernance mondiale durable. Durable, dans la mesure où nous prenons une exploitation rationnelle des ressources, de sorte à permettre aux générations futures de pouvoir satisfaire leurs besoins. On me dit que c'est terminé. Merci, Pape Maïssa Dian. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération africaine des partis écologistes. J'espère peut-être qu'au sortir de cet incontournable, vous avez pu avoir d'autres militants écologistes. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end.